Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale RCF. Il est 8h10 et ce matin, alors que depuis 15 jours, l'Église catholique attire l'attention sur la situation des peuples d'Amazonie, notre grande invitée est aujourd'hui une journaliste qui travaille depuis plus de 20 ans sur la situation des peuples autochtones à travers le monde. Maoris, Maasai, Pygmées, Kanak, Touaregs, Mapuche et tant d'autres. Leur écosystème et leur mode de vie sont menacés. Et pourtant, ils ont tellement de choses à nous dire pour inspirer des modèles de société plus respectueux de la nature et des hommes. Sabah Rahmani, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, diplômée en anthropologie, rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen. Vous venez de publier chez Actes Sud « Paroles des peuples racines » et c'est sous-titré « Un plaidoyer pour la terre ». Alors avant de parler de ces peuples, Sabah Rahmani, une question personnelle. Vous êtes vous-même berbère. Que devez-vous à cet héritage et comment réussissez-vous à l'honorer ? Je dois toute une part de mon identité et je dirais que la chose qui m'a le plus marquée dans mon éducation arabo-berbère, c'est le rapport au corps, le rapport au sensible et à la nature aussi parce que c'est un héritage ancestral qui m'ont été transmis par mes parents, mes grands-parents et je l'honore aussi tous les jours parce que j'honore mes parents, mes ancêtres et ce mode de vie sensible qui a construit mon identité aujourd'hui avec l'identité française et j'ai essayé de réunir les meilleurs des deux cultures et je suis heureuse de cette richesse qui m'a été transmise. Alors, peuple racine, c'est le nom que vous donnez au peuple indigène ou peuple autochtone. Qu'est-ce que sous-entend ce terme de racine ? Alors, peuple racine, c'était les anthropologues russes qui nommaient ainsi les peuples autochtones. Et ça a été réintroduit en France par l'anthropologue Jean Mallory. Et moi, j'aime bien cette utilisation parce qu'elle est à la fois juste et symbolique dans le sens où racines, comme les racines d'un arbre, qui sont ancrées dans un territoire, puisqu'on considère que les peuples racines sont les premiers occupants d'une terre ancestrale. Et ce rapport à la racine, je le trouve intéressant aussi parce qu'il montre aussi le lien très ancré qu'ils ont à la terre et à la nature. Alors, qu'est-ce qui définit un peuple racine ou un peuple autochtone ou indigène de façon générale ? En général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont quand même, si on les rassemble tous, 370 millions dans le monde. Et ils sont entre quelques dizaines de personnes jusqu'à quelques millions de personnes en fonction des ethnies, des communautés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils ont un ancrage très, comme je le disais tout à l'heure, très fort au territoire, à la nature. Ils sont sur ces terres depuis des générations et des générations, voire parfois des millénaires. Par exemple, les aborigènes sont en Australie depuis plus de 40 000 ans. En Amérique du Nord et en Amérique du Sud aussi, ce sont les premiers occupants du continent. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle parfois aussi peuple autochtone, peuple premier, peuple indigène. Est-ce qu'il y a une reconnaissance particulière de l'ONU, de ces peuples ? Oui, il y a une déclaration qui date de, si ma mémoire est bonne, de 1988, qui est la Déclaration universelle des peuples autochtones. Et elle reconnaît le droit au territoire, le droit à leur mode de vie traditionnel, le droit à la reconnaissance identitaire de leur langue. Mais malheureusement, elle n'est pas reconnue forcément dans les constitutions des États. Et ces peuples sont, on peut dire quand même, en très très grande majorité, discriminés par l'État en place ou les ethnies dominantes où ils habitent. On les retrouve sur tous les continents ? Il y a des peuples autochtones qui persistent, aussi, qui subsistent sur tous les continents ? Oui, sur tous les continents. Et en Europe, on considère que les Samis sont des peuples autochtones qui sont au nord, avec la Norvège, la Finlande, un peu de Russie. Donc, c'est un peuple européen qui a aussi élaboré tout un système qui leur permet d'avoir un parlement Sami qui est reconnu par leur État. Donc, ils ont réussi à avoir cette reconnaissance politique qui est la plus aboutie au niveau des représentations des peuples autochtones. Mais pour autant, toutes leurs revendications ne sont pas reconnues par l'État dans le pays dans lequel ils habitent. Sabah Rahmani, pourquoi est-ce que c'est si important de protéger ces peuples autochtones ? Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de nostalgie, de mythe, entre guillemets, du bon sauvage ? Tout n'est pas enviable dans ces cultures et tout n'est pas à rejeter chez nous ? Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de leur ressembler ou de les idéaliser. Pourquoi c'est important aujourd'hui ? Parce qu'ils sont les premiers sur la ligne de front sur
sur le changement climatique et l'abus des prédations des matières premières. Souvent, on les considère comme des gardiens de la Terre parce que sur leur territoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils représentent à peu près 82% de la biodiversité mondiale. Donc, c'est énorme. Ils sont les gardiens millénaires de la préservation de cette nature. Pourquoi? Parce que leur mode de vie respecte l'environnement et le fait qu'ils soient aujourd'hui menacés en tant que communauté, en tant qu'identité, parce qu'on fait pression sur leur territoire, parce que sur leur territoire, il y a souvent du pétrole, de l'or, des minerais, de l'uranium, du bois, comme dans les forêts primaires. Et avec cette prédation, leur mode de vie est menacé et on va dire que ce sont des lanceurs d'alerte. Ils sont les premiers sur cette ligne de front et si aujourd'hui ils disparaissent, c'est nous qui disparaîtrons après. Et ils le disent. Moi, je ne suis qu'une porte-parole de leur message, hein, parce qu'ils veulent s'adresser à l'Occident en leur disant, voilà, on n'est pas un peuple éloigné de vous, nous voulons la reconnaissance, mais nous voulons nous allier aux citoyens occidentaux parce que nos modes de vie sont en danger et les nôtres aussi. Parce que, si vous voulez, notre mode de consommation utilisent leurs matières premières sur leur territoire et c'est pour ça qu'on est directement lié à eux dans ce sens où ce n'est pas anodin, ce n'est pas un peuple du mythe du bon sauvage, c'est fini ce temps-là, le temps colonial est fini, mais il parle aussi de néocolonialisme avec les grandes entreprises multinationales ou les États qui viennent spolier leurs terres, leurs richesses et les discriminer de manière très violente parce qu'il y a des assassinats quand même. Partout dans le monde, ce sont toujours les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre? Malheureusement, je dirais oui, c'est à peu près le même scénario où... On peut le préciser? En gros, ils sont sur un territoire ancestral. Donc, soit une compagnie internationale vient sur leur territoire avec l'accord du gouvernement, ou soit c'est une compagnie du gouvernement vient sur leur terre et les chasse tout simplement, ou alors met une pression, utilise les ressources premières et puis leur disent ben non, aujourd'hui on a créé une réserve ou on a privatisé ce territoire, vous n'avez plus le droit de vivre ici. Par exemple, les Bushmen, on appelle les San aussi, au Botswana, on a créé des réserves naturelles, soi-disant pour les protéger, mais il y a des exploitations minières et des exploitations de diamants. On leur dit, vous n'avez plus le droit de chasser sur ces territoires-là. Donc ça, c'est un scénario qui se répète un peu partout. Pareil chez les Pygmées en RDC ou au Cameroun, les Pygmées Baka, aussi sur d'autres territoires en Amérique du Sud, chez les Kanaks aussi en Nouvelle-Calédonie. Et on leur dit, ben voilà, en gros, vous pouvez plus vivre votre mode traditionnel, on vous chasse, cette terre ne vous appartient plus, alors qu'ils sont là depuis, comme je disais tout à l'heure, des millénaires. Et du coup, on les parque dans des réserves. Il y en a qui sont dans l'alcoolisme. On leur donne plus forcément accès à leur nourriture. Donc certains ont des problèmes de santé, d'accès à la nourriture, d'accès à l'eau. Et certains disparaissent, comme certains ont disparu à la période coloniale. Sabah Rahmani, en ce moment sur RCF, on s'intéresse tout particulièrement à l'Amazonie, à l'occasion du synode sur l'Amazonie qui se tient à Rome. Que peut-on dire des peuples racines qui vivent là-bas? Au Brésil, ils sont à peu près 900 000 et malheureusement, depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro à la présidence du pays, la situation s'est vraiment aggravée parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a beaucoup de leaders autochtones qui sont assassinés, des leaders aussi, des militants écologistes qui sont assassinés et c'est la porte ouverte à la prédation de tous les territoires, même si au Brésil, par exemple, il y a la protection de certains territoires autochtones qui sont reconnus, la constitution du pays les reconnaît aussi, mais ça n'empêche pas qu'avec l'arrivée de Bolsonaro, et même déjà un peu avant, on a ouvert les vannes. Et là, c'est un peu l'impunité, pour pas dire la porte ouverte à la discrimination et voire aux assassinats. Donc les populations autochtones, que ce soit au Brésil ou ailleurs, s'organisent. Quels sont leurs moyens pour se défendre? D'action. Alors, bon, il y en a qui sont regroupés en associations, en alliances. Ils essayent de militer beaucoup à l'international. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui viennent représenter leurs paroles en Europe, aux États-Unis, pour chercher de l'aide de la société civile et des politiques. Leurs moyens d'action aussi, c'est de plus en plus de jeunes autochtones vont à l'université pour se former et devenir juristes ou avocats et défendre leurs droits à l'échelle nationale et internationale. Mais aujourd'hui, enfin moi, j'en ai rencontré évidemment des dizaines et de représentants autochtones et leur message c'est
nous ne pouvons pas nous battre tout seuls. Nous avons besoin de vous, citoyens occidentaux, des politiques aussi, pour pouvoir faire pression sur les multinationales, sur les pays, pour que les choses changent et qu'il y ait une réconciliation non seulement avec la terre, avec la nature, mais aussi entre les peuples parce que la planète, le changement climatique, concerne tout le monde. Sabah Rahmani, un mot sur les Indiens non contactés. Ça se passe au Brésil, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les Indiens non contactés. Non contactés ou peuples isolés. Donc, il y en a une centaine. Là, 95% sont au Brésil, mais il y en a aussi au large... Centaines de peuples. Centaines de peuples, pardon. Au large des îles Andaman, au large de l'Inde, entre le Sri Lanka et l'Inde, où effectivement, ce sont des peuples, des communautés, des ethnies qui ont fait le choix de ne pas vivre en contact avec le monde extérieur, soit parce qu'ils en ont eu un dans le passé qui s'est très mal passé pour eux, parce qu'il y a eu soit des enlèvements, par exemple, aux îles Andaman, avec le peuple sentinelle. Il y a un peu plus, presque un siècle, il y avait six jeunes enfants qui avaient été kidnappés de leur île, et donc maintenant, ils refusent systématiquement quasiment tout contact avec le monde extérieur. Il y a juste un anthropologue qui a réussi à les contacter, et au Brésil, c'est la même chose. Ils ne veulent pas, je pense qu'ils sont aussi conscients des dégâts que ce contact peut avoir sur leur peuple. C'est une manière de se protéger, parce que il suffit, même s'il y a un contact pacifique, il suffit qu'une bactérie de juste la rougeole, de la varicelle arrive dans leur communauté, et ça peut créer des morts parce qu'ils ne sont pas immunisés contre ces maladies qui pour nous sont anodines. Et ce souhait, c'est important de le respecter? Bien sûr, complètement. C'est une question de survie pour eux. Donc on n'a pas à juger et on n'a pas à les forcer à rentrer en contact avec nous, quelle que soit la bonne intention qu'on y met derrière. Est-ce qu'il y a des pays qui protègent bien leur population autochtone? Qu'est-ce que c'est bien protégé? Bon, il y en a qui ont plus ou moins de droits. Malheureusement, je ne suis pas sûre qu'il y a... Enfin, moi, d'expérience, depuis 25 ans, je n'ai pas un exemple... C'est toujours compliqué. Je n'ai pas un exemple 100% positif. On va dire que même les Samis qui ont réussi à avoir ce Parlement ne sont pas pour autant protégés. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. De quoi aurait-il besoin pour qu'on les protège? Plus de reconnaissance, parce que non seulement une sécurité juridique, de protection juridique, de leur terre, de leur mode de vie, de leur langue, hein, parce que la langue est très importante aussi pour transmettre leur culture et leur histoire, mais ils ont aussi besoin, et c'est important, d'une reconnaissance vraiment des États, pas seulement juridiques, mais réels, sociales, symboliques, culturelles, anthropologiques, pour travailler ensemble. Parce que sans cette reconnaissance mutuelle, je dirais tout simplement humaine et culturelle, ils pourront pas s'en sortir. Il y a encore de la condescendance? Ah mais oui, bien sûr, malheureusement, oui. Du mépris, oui. Alors, il y a de plus en plus de citoyens dans le monde qui s'intéressent à leur mode de vie, parce qu'on voit bien qu'avec les questions environnementales, ils nous montrent l'exemple, souvent les peuples autochtones. Donc, il y a une évolution depuis ces dernières années, mais il y a encore des discriminations, malheureusement, partout. Sabah Rahmani, votre livre s'appelle « Paroles de peuple racine, plaidoyer pour la terre ». Peut-être que vous pouvez nous expliquer la rencontre qui a eu lieu à l'occasion de ce livre. Oui, alors c'était une rencontre qui avait été souhaitée par le chef Kayapo Raoni. Donc il a organisé une alliance, une grande assemblée au Brésil en octobre 2017, où il y a plus de 250 communautés autochtones du monde entier qui ont été représentées, et 60 ethnies. Du coup, ils ont voulu élaborer une grande déclaration qui venait d'eux-mêmes, et pas parce qu'il en existe deux. Il y a celle de l'ONU et celle de l'Organisation internationale du travail, la convention qu'on appelle 169. Mais ils ont souhaité élaborer leur propre déclaration universelle, et pas qui passe pas par des intermédiaires ou des personnes qui ne sont pas représentantes de leur peuple. Ils ont souhaité revaloriser le droit à la nature, le droit de leur peuple, de leurs coutumes, et qui respectent le vivant, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce que ces peuples ont à nous dire par rapport à la crise écologique que nous venons? Quel est leur message?
que nous sommes les responsables quand même, hein, parce qu'on vient prélever, prendre les matières premières souvent sur leur territoire. Leur message, c'est un message quand même d'union, de réconciliation, non seulement avec la terre, mais aussi entre les peuples. Ils ne nous déclarent pas la guerre. Ah, pas du tout. Alors qu'ils auraient objectivement quand même beaucoup de raisons d'être rancuniers, d'être en colère, parce que entre l'histoire coloniale et aujourd'hui ce qui se passe sur leur territoire, c'est très grave. Mais ils ont quand même un message humaniste et universel en nous tendant la main, surtout aux citoyens, en disant voilà, aujourd'hui, pour sauver la planète, pour sauver l'humanité, il faut être ensemble, il faut se pardonner, avancer, regarder l'avenir. Et sans cette union internationale, on ne pourra pas arriver à préserver le vivant. Donc, ils sont dans cette démarche tout simplement de pardon. Et je trouve ça très, très beau parce que moi, j'ai été vraiment très touchée par par cette humilité, cette force et tout simplement cet amour du vivant et des êtres humains qu'ils ont et qu'ils ont envie de partager avec nous pour pouvoir avancer et trouver des solutions concrètes. Saba Rahmani, nous ici, comment est-ce qu'on peut les aider là-bas ? Alors, il y a plein de choses à faire, hein. Tout acte est intéressant. Par exemple, nous, ce qu'ils nous demandent d'abord, c'est de bien regarder ce que nous consommons, d'où ça vient. Est-ce que ça vient de leur territoire? Est-ce que ça pose problème sur leur territoire? Tout ça. Par exemple, il y avait le Touareg Al-Bachir Boubacar qui me disait que sur leur territoire de pasteurs nomades, il y avait les exploitations d'uranium qui sont des filiales d'Areva, hein, société française à 98% détenue par l'État. Et tout simplement, ça prend 10 minutes. Si on change de fournisseur et qu'on passe à Enercop, par exemple, ça prend 10 minutes sur Internet. On n'est plus alimenté par l'uranium du nucléaire. Aussi, on peut très bien aussi changer de banque. Par exemple, aller, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais vers une banque coopérative comme le Crédit Coop, la Nef, plutôt que de soutenir. Voilà, il y a des associations qui ont dit que certaines banques étaient financées des exploitations minières. Donc là aussi, la consommation. Être un consommateur éclairé, responsable, informé et solidaire de ce qui se passe sur leur territoire. Et puis aussi, planter des arbres et faire partie d'associations, faire des dons. Parole de Peuple Racine, c'est publié chez Actes Sud. Et puis le dernier numéro de Kaizen avec ce dossier Désobéir pour la planète. Merci beaucoup, Saba Rahmani.